parler donc de l'obésité de l'adulte avec la prise en charge de deuxième et troisième niveau qui donc a été revue dans les recommandations de 2022 de la HAS en collaboration avec la Fédération française de nutrition. Donc on va attendre juste à 12h02, on démarrera si vous voulez bien. Donc déjà pour ceux qui sont présents, je vous remercie d'être connectés aujourd'hui. Donc c'est un moment de présentation, mais aussi beaucoup d'échanges. Donc il ne faudra pas hésiter à la fin de la présentation de poser vos questions, de pouvoir essayer de mieux comprendre ce qui a changé, de façon à mieux prendre en charge les patients, évidemment. Donc je vous propose de commencer. Comme je le disais, on va parler d'obésité de l'adulte, prise en charge deuxième et troisième niveau avec les nouvelles recommandations HAS. Donc moi je suis Arnaud Delucas, je suis le responsable médical du CSO de Tours et je remercie le professeur Pierre Jésus de Limoges qui m'a passé quelques-unes des diapositives que je vais vous présenter. Alors, pour commencer, parce qu'il faut bien définir les choses, donc vous avez certainement la notion des anciennes recommandations en tête, et dans ces recommandations, donc, il a été défini des niveaux de soins, et dans ces niveaux, donc, il y a 3 niveaux, et les recommandations actuelles reprennent dans la majorité ce qui avait déjà été dit, c'est-à-dire que donc, le médecin généraliste correspond au niveau 1, donc le coordonnateur de la prise en charge de l'obésité, et beaucoup de professionnels de la prise en charge de l'obésité font également partie de ce niveau 1, donc diététiciens, pharmaciens, infirmiers, IPA, sage-femme, psychologue, psychiatre, médecin du travail, enseignant en activité physique adaptée, kiné, ergo, éducateur sportif, travailleurs sociaux, pour être complet. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'intervenants qui reprennent toutes les dimensions de la problématique de l'obésité, qui font partie de ce niveau 1, et donc sur la partie prise en charge en libéral. Ensuite, il y a le niveau 2, qui est caractérisé par la présence d'un médecin spécialiste de l'obésité, donc médecin nutritionniste, qui va coordonner la prise en charge du patient dans ce niveau de prise en charge, mais également en restant en lien avec le niveau 1, bien sûr, et les structures de santé du niveau 1. Donc, ça peut être du privé, du public, de l'ambulatoire, des services spécialisés donc au sein des services publics ou privés. Et il y a également possibilité de faire le lien avec des SSR spécialisés nutrition. Et ensuite, vous avez le niveau 3, donc, qui correspond au centre spécialisé de l'obésité ou les CHU, parce que dans toutes les régions, ce ne sont pas forcément les CHU qui sont les CSO. Donc, ce niveau-là prend en charge évidemment les cas les plus complexes et les plus sévères. Et il y a également normalement d'identifier un SSR spécialisé en lien avec le CSO ou le CHU, de façon à prendre en charge donc, les patients avec les IMC les plus élevés, les complications les plus importantes. Et à chaque fois, bien sûr, le lien est maintenu entre les différents niveaux. Donc, si le patient est pris en charge dans un niveau 3, on prend aussi, bien sûr, en compte le lien avec les autres niveaux de prise en charge, de façon à pouvoir communiquer au mieux de la situation. Pour maintenant parler de classification de l'obésité, donc vous allez voir, donc les tableaux sont assez complets. Chaque item n'est pas indispensable, mais un seul item du cadre fait rentrer dans cette stadification, c'est-à-dire que vous verrez plus tard en dessous les autres stades, donc un seul des items de ces stades-là fait passer le patient dans le stade au-dessus par rapport à celui que vous voyez actuellement. Donc dans le stade 1, il y a finalement 2 sous-stades, donc 1A et 1B. En tout cas, l'IMC est forcément inférieur à 35, bien sûr supérieur à 30, sinon on ne parlerait pas d'obésité, qu'il n'y a pas de retentissement cardiométabolique, pas de symptômes physiques, dyspnée, douleur. Les anomalies cardiométaboliques peuvent être débutantes, mais pas bien installées. Et puis, il peut y avoir donc, des altérations de type
diabète de type 2, SAS, stéatose hépatique, hépatite, HTA et d'autres comorbidités qui peuvent être bien stabilisées. Au niveau du retentissement de la qualité de travail, c'est la colonne 3, donc pas ou peu d'impact, pas d'impact significatif en tout cas sur la qualité de vie, impact modéré éventuellement dans la partie 1B, et puis une atteinte fonctionnelle qui peut se dessiner également dans le stade 1B. Au niveau psychologique, soit aucun trouble pour le stade 1A, soit peu d'incidence. Veuillez couper les micros, s'il vous plaît. Soit pas d'incidence, soit peu d'incidence sur le trouble psychologique. Dans le stade 1B, il y a un retentissement psychologique qui peut être présent, mais qui est léger. Et vous voyez qu'il y a aussi des troubles psychiques stabilisés qui sont mentionnés ici dans le stade 1B. L'étiologie de l'obésité est forcément une obésité commune. La partie comportement alimentaire, il n'y a pas d'éléments majeurs de troubles du comportement dans le stade 1A. Il peut y avoir une impulsivité dans le stade 1B, sans boulimie. Et puis, en termes de trajectoire pondérale, soit c'est un début de prise en charge ou une obésité apparue à l'âge adulte dans le stade 1A, et vous voyez qu'une obésité qui est apparue dans l'enfance ou l'adolescence fait déjà alerter un petit peu plus le professionnel, puisqu'on est dans le stade 1B pour cet item-là. Et il y a également une question de rebond pondéral, c'est-à-dire principalement l'effet yo-yo. Pour le stade 2, donc le stade 2, il est unique. Comme je le disais tout à l'heure, un seul des paramètres fait changer de stade. Et vous voyez ici que l'IMC doit être compris entre 35 et 50. Qu'en termes de retentissement médical, il y a évidemment plus de difficultés avec des pathologies, des complications de l'obésité qui peuvent être plus délicates à prendre en charge. Donc, par exemple, une hypertension résistante, un diabète de type 2 difficile à équilibrer, une partie donc, de stéatohépatite avec fibrose, un SAS sévère. Vous voyez qu'il y a aussi une aggravation, enfin une association à la maladie chronique qui peut être rentrée en ligne de compte. L'infertilité est également présente, et puis le syndrome des ovaires polykystiques. En termes de retentissement, vous voyez que le retentissement est ici marqué. En termes de troubles psychologiques, il peut y avoir donc, une pathologie psychiatrique ou psychopathologique sous-jacente, avec un impact pondéral et comportemental. Et donc, vous avez les exemples en dessous, des troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les stress post-traumatiques, par exemple. En termes d'étiologie, on reste dans l'obésité commune avec des facteurs plutôt aggravants, donc de traumatisme psychique, ou alors une prise de poids sur une pathologie pouvant donner des difficultés, donc par exemple la fibromyalgie. Et puis, vous avez aussi les étiologies secondaires en lien avec les médicaments. En termes de comportement alimentaire, il peut y avoir des épisodes limités de boulimie ou d'hyperphagie boulimie. Enfin, ça reste peu fréquent en termes de fréquence, enfin en termes de répétition. Et puis la trajectoire pondérale, elle est, vous voyez, dans l'enfance ici et persistant dans l'âge adulte, qu'il y a au moins 2 épisodes de rebond pondéral ou un échec de prise en charge de niveau 1, ou alors, il intervient ici la partie de grossesse après chirurgie bariatrique qui nécessite l'expertise d'un médecin qualifié en nutrition. Ensuite, il y a le niveau 3 qui est partagé. Donc, les items étant assez longs, c'est la partie 3B et sur la diapositive d'après. Mais sur la 3A, vous voyez qu'on reste entre 35 et 50 dans les IMC par rapport au stade 2 et que il y a association avec les autres items à côté, avec un des items à côté. Donc, en termes de retentissement médical, c'est l'aggravation par l'obésité d'une maladie chronique exposant à un risque majeur ou à un handicap fonctionnel. Vous voyez des exemples en dessous, la BPCO, les maladies inflammatoires, les maladies neuromusculaires par exemple. En termes de retentissement, vous avez un impact du poids, donc avec un périmètre de marche qui commence à être très limité, entre 100 et 500 mètres. Des troubles psychologiques qui sont beaucoup plus marqués également, donc une pathologie psychiatrique sévère associée,
ou pouvant être intriqués avec l'obésité. L'étiologie d'obésité est peut-être secondaire à une dérégulation hormonale, donc soit du cortisol, soit de l'hormone de croissance, ou une tumeur cérébrale. Donc là aussi, on est dans les causes secondaires à l'obésité. Il y a aussi les éléments d'hyperphagie boulimique, donc sur le comportement alimentaire, donc un trouble du comportement bien établi. Et en termes de trajectoire pondérale, une évolution non contrôlée malgré l'accompagnement, où vous retrouvez la partie gradation de la prise en charge, échec de la prise en charge de niveau 2. Enfin, sur la classification 3B, donc là, c'est les IMC supérieurs à 50, un retentissement terminal des pathologies chroniques, donc toutes les insuffisances, ou les transplantations, ou donc en attente de transplantation. En termes de retentissement, c'est l'impact majeur au niveau de la mobilité avec une mobilité inférieure à 100 mètres, un périmètre de marche inférieur à 100 mètres, ou gravatisation, perte d'autonomie et une qualité de vie fortement dégradée. Les aspects psychologiques sont ceux qui peuvent être associés de façon plus marquée, donc par exemple l'autisme et les troubles cognitifs plus importants, donc avec des difficultés de compréhension, les retards mentaux, etc. L'étiologie de l'obésité, là on passe sur les étiologies génétiques, donc qu'elles soient monogéniques ou syndromiques, qui relèvent donc de ce stade 3B. Et en termes de comportement alimentaire, ben, ça reste sur le trouble du comportement déjà établi, mais qui était présent dans le stade 3A, mais pas avec sans intensification pour le 3B. Et enfin, en termes de trajectoire, c'est échec de chirurgie bariatrique et indication de chirurgie bariatrique dans des situations très particulières, notamment des âges extrêmes, ou donc un risque opératoire majeur. Donc maintenant qu'on a pu classifier les différents niveaux, eh bien, on va parler des objectifs de prise en charge. Et le premier objectif, et même le principal, c'est d'améliorer la santé du patient et donc d'être en mesure de lui permettre de revenir à un niveau de prise en charge inférieur. C'est-à-dire que si on le prend en charge en niveau 2, ben, on souhaite viser à avoir un suivi en niveau 1 et ainsi de suite, passer du 3 au 2. Ce qui sous-entend que, bien sûr, la prise en charge est au long cours et on ne prévoit pas de pouvoir arrêter complètement la prise en charge dans cette maladie chronique qu'est l'obésité. Le niveau les items qui font passer au niveau supérieur sont principalement les échecs. Vous avez tout qui est la gradation de la prise en charge avec la possibilité de passer au niveau supérieur en cas d'échec. Et ceci nécessite à la fois une évaluation, l'expertise du niveau supérieur. Ça peut être aussi des conseils ponctuels, c'est-à-dire donner un avis sur une situation et garder le suivi dans le niveau préexistant, ou alors proposer un suivi d'accompagnement dans le niveau supérieur et au long cours pour les cas les plus complexes. Et pour redéfinir ce que c'est un échec de prise en charge, c'est une perte de poids inférieure à 5% à 1 an, une absence de maintien de poids perdu, c'est-à-dire une reprise de poids ultérieure, un échec complet, c'est-à-dire une poursuite de la prise de poids malgré la prise en charge, une incapacité à modifier durablement les comportements ou une aggravation des complications liées à l'obésité. Une fois qu'on a pu établir des objectifs, il faut aussi évaluer la situation. Et là, les choses ont un petit peu changé par rapport à ce qui était proposé avant. Donc, on va énumérer les différentes évaluations systématiques de façon à faire le point sur les complications. Donc, pour le diabète de type 2, la glycémie à jeun est recommandée. Pour l'hypertension artérielle, c'est la mesure de pression avec le matériel adapté. On sait les difficultés d'avoir l'ensemble des tailles de brassard, mais c'est vraiment important pour avoir une prise de pression fiable. Les dyslipidémies, donc c'est le dosage des anomalies lipidiques, donc cholestérol total, HDL, LDL et triglycérides. Donc ça, c'est du classique. Sur la partie sommeil, eh bien, il faut savoir évaluer le sommeil pour rechercher notamment des troubles respiratoires du sommeil, donc un syndrome d'apnée du sommeil, mais d'autres paramètres sont à rechercher également.
Donc, sur savoir si le sommeil est réparateur, s'il est de durée suffisante, de qualité suffisante. Et puis, vous avez en dessous listé les éléments cliniques évocateurs de syndrome d'apnée du sommeil, donc la somnolence diurne, les ronflements sévères, les pauses, les éveils répétés, la fatigue diurne, d'aller aux toilettes au moins 2 fois par nuit, la difficulté à se concentrer. Donc, tout ça fait aller plus loin pour rechercher donc, les apnées du sommeil. On a aussi d'autres éléments qui sont un petit peu nouveaux et vous avez notamment ici les critères de mesure de gaz du sang en fonction de la situation. Donc, ce qui est recommandé maintenant, c'est de faire un gaz du sang si l'IMC est supérieur à 35, mais aussi si l'IMC est supérieur à 30 avec une saturation en oxygène inférieure à 94%, et si l'IMC est supérieur à 30, et présente un syndrome restrictif connu, donc avec une capacité pulmonaire totale inférieure à 85%. Donc là, ça doit faire dépister un syndrome d'obésité hypoventilation, enfin ça permet de dépister ça. Vous avez aussi les EFR, donc, qui doivent être effectués si l'IMC est supérieur ou égal à 30, et si dyspnée de repos ou lors de léger effort, pardon. Si l'IMC est supérieur à 35 avec présence d'apnée du sommeil, de syndrome d'apnée du sommeil, ou alors systématiquement si l'IMC est supérieur à 40. Et puis vous avez le dépistage systématique des apnées du sommeil, donc par polygraphie, qui est l'examen le plus répandu, si l'IMC est supérieur à 30 associé à des signes cliniques, ou alors systématiquement chez tout patient supérieur à 35 avec un IMC supérieur à 35. Donc vous voyez que ça durcit un petit peu les recherches. Je pense que les uns les autres, nous n'avions pas forcément ces habitudes-là. Ça pose le problème aussi des interlocuteurs pneumologues parce qu'ils sont souvent débordés par les demandes, et donc il y a une nécessité d'organisation par rapport à ça. Maintenant, par rapport à la stéatohépatite, les problèmes métaboliques hépatiques, il est recommandé de réaliser une échographie abdominale qui permet, ou alors d'avoir des biomarqueurs de stéatose, donc le fatty liver index, ce qui permet d'avoir une évaluation de la stéatohépatite, de la stéatose hépatique, pardon, et si il y a normalité, on demande à contrôler entre 3 et 5 ans. S'il y a une stéatose, il faut aller plus loin et donc rechercher une éventuelle fibrose, soit par le score FIB4, soit par le score NAFLD Fibrosis Score. Donc vous avez en dessous, le FIB4 est quand même assez simple à réaliser, c'est celui que nous on utilise en routine. Et lorsqu'il est inférieur à 1,3, on est tranquille par rapport à une éventuelle fibrose. Si les seuils sont par contre élevés, bien là, il faut faire une élastométrie ou alors des tests sanguins, d'autres tests sanguins, comme par exemple le fibromètre, qui lui n'est pas remboursé, donc c'est un petit peu plus compliqué à organiser, on va dire, sur l'aspect financier. Ensuite, toujours sur le plan hépato-gastro-entérologique, il faut aussi penser à rechercher systématiquement un reflux gastro-œsophagien qui va être source d'inconfort et donc peut perturber l'alimentation. Donc, je ne vous refais pas la liste des symptômes d'un reflux gastro-œsophagien. Et puis, également, une recherche des ovaires polykystiques qui est quelque chose à faire systématiquement. Avec un interrogatoire, donc en recherchant un hirsutisme, une irrégularité des signes, une hyperandrogénie, alopécie, un acanthocisme nigricans, et à ce moment-là, ne pas hésiter à orienter le patient vers un gynéco ou un endocrine. Maintenant, il y a aussi le retentissement ostéo-articulaire à rechercher en posant à l'interrogatoire les questions autour des douleurs articulaires, les gènes fonctionnels avec l'indice de Lennec, éventuellement questionnaire WOMAC 6 points d'appel. Et c'est parce que, bien sûr, ça a un retentissement à la fois sur les douleurs, ce qui peut jouer sur l'alimentation, mais aussi sur le niveau d'activité physique, puisque si la personne a des difficultés locomotrices, ça va être une barrière à la mise en place de l'activité physique. Donc, on peut avoir recours au kiné qui peut aussi donner son avis et orienter vers une activité physique qui corresponde au patient. Il faut aussi dépister une maladie rénale.
si l'IMC est supérieur à 30, donc en termes dans une situation d'obésité, avec la créatininémie et l'albuminurie, ce qui permet d'avoir la clairance et donc apprécier le fonctionnement rénal. Il y a aussi la question du dépistage des cancers. Donc vous n'êtes pas sans savoir que certains cancers sont plus fréquents chez les personnes obèses, notamment le sein et le côlon. Eh bien, il est recommandé de faire le dépistage tel qu'il est demandé dans la population générale, et donc insister pour que les patients puissent faire ce dépistage. Et il n'y a pas de suivi particulier pour ces patients-là. Une fois qu'on a évalué donc, les complications, on va bien sûr s'intéresser à la partie mode de vie. Donc ça, il n'y a rien de nouveau sur cette partie-là. Sinon il faut bien sûr penser à rechercher un trouble du comportement alimentaire. Vous l'avez vu dans les différents tableaux que ça fait partie de la gradation du stade. Il y a aussi la dimension psychosociale qui est un élément majeur, je pense que vous le savez tous, avec une évaluation et un suivi si besoin au niveau un suivi psychologique. Et puis, ne pas oublier l'aspect social, puisque la maladie obésité étant une maladie sociale, il est très important de s'attacher à regarder à la fois les aspects financiers, mais aussi l'environnement de la personne, ses liens avec son entourage, etc. La partie activité physique et autonomie peut être confiée à un professionnel dans une situation difficile qui est celle du handicap, par exemple. En termes de modification et de prise en charge thérapeutique, il faut vraiment sortir de l'objectif du poids à tout prix. Et certaines personnes vont peut-être pas avoir une grosse variation de pondérale, mais l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration des complications est déjà un objectif en soi et quelque chose qui peut valoriser le patient plutôt que de s'en tenir à uniquement le chiffre sur la balance. Et donc ça, c'est vraiment un point important. Il faut savoir aussi définir la perte de poids avec le patient, en accord avec lui, peut-être pas tout à fait dans les objectifs de réussite de prise en charge, parce que bien sûr, ça se discute avec le patient. Alors souvent, les patients ont peut-être plutôt des ambitions un peu trop importantes, et donc savoir revoir les choses en termes d'objectifs raisonnables, c'est aussi un des objectifs de la consultation. Et puis aussi, il y a le cas particulier de la personne âgée de plus de 70 ans, où finalement le risque de sarcopénie, c'est-à-dire de perte de masse musculaire liée à l'âge, est plus important, avec une notion de fragilité et donc de dépendance possible dans cette période de la vie où eh bien, la masse musculaire diminue, et quand on veut faire perdre du poids à ces personnes-là, eh bien, le risque de perdre de façon significative de la masse musculaire, et ça peut être plus délétère que de les maintenir à un poids, un poids trop élevé. Et il y a également des aspects de dénutrition qui peuvent intervenir, et donc ça risque d'aggraver la situation. Donc la prise en charge nutritionnelle a été réécrite. Il n'y a rien de révolutionnaire dans ce qui a été dit dans le document que je vous résume. La réduction des apports énergétiques est un des objectifs, de façon modérée et personnalisée, c'est-à-dire que, bien sûr, les régimes, j'utilise le terme à bon escient, très restrictifs doivent être à proscrire. Personnalisé, c'est-à-dire tenant compte des habitudes de la personne, qu'un autre objectif est d'obtenir un changement du comportement alimentaire, d'avoir une prise en charge qui prend en compte la composante émotionnelle de l'alimentation, de pouvoir instaurer des modifications alimentaires donc, qui soient en lien, en accord avec le PNNS. Les régimes déséquilibrés ou très restreints sont déconseillés, donc ça c'est un petit peu ce que je vous ai dit au-dessus. Et puis, il est cité qu'une alimentation de type méditerranéen est intéressante. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est visé en termes d'objectifs nutritionnels, c'est finalement l'alimentation qu'on devrait tous avoir si on veut être en bonne santé, et pas une alimentation spécifique pour les personnes obèses qui veulent perdre du poids.
En termes d'activité physique, le but est de lutter contre la sédentarité et de lutter contre l'inactivité physique. Donc, deux éléments bien distincts, à la fois donc, sur la sédentarité, c'est-à-dire le fait d'intégrer le plus possible une activité dans le quotidien, et également de pouvoir avoir des séances d'activité physique dédiées de façon à pouvoir avoir une prise en charge, un mode de vie le plus favorable possible. Cette activité physique doit être entre 150 et 300 minutes par semaine d'intensité modérée ou 75 à 150 minutes par semaine d'intensité vigoureuse ou alors une combinaison des deux. Donc, il y a une certaine souplesse. En tout cas, la régularité est un point important. Et puis, vous voyez quand cette intensité est soit modérée, c'est-à-dire une situation où la personne peut continuer de parler pendant qu'elle fait son activité sans être essoufflée de façon importante. Et puis, bien sûr, si la personne en est capable, d'avoir une intensité plus importante. Mais combiné à ça, il y a aussi la partie renforcement musculaire, avec 2 jours par semaine, une pratique de ce renforcement sur l'ensemble des groupes musculaires, c'est-à-dire principalement les ceintures, donc les membres supérieurs et les membres inférieurs, mais aussi la partie axiale avec donc le renforcement principalement lombaire. Les problématiques psychiques ont aussi été redéfinies, comportementales également, à la fois sur les perturbations du comportement alimentaire, où il a été établi que les TCC et la prise en charge de l'alimentation émotionnelle avaient toute leur place, et d'avoir des aspects de pleine conscience, d'alimentation de pleine conscience, c'était aussi un élément favorable à travailler. Que les psychothérapies pouvaient être bien sûr proposées, soit sur des troubles associés, soit pour travailler sur le rapport à l'alimentation, soit pour travailler sur le rapport au corps, puisque l'estime de soi est très très altérée bien sûr dans l'obésité, et le dégoût de ce corps gros fait partie de cet ensemble-là. La présence d'événements de vie qui ont pu participer à la prise de poids et sur lequel peut-être le deuil n'est pas fait, ou en tout cas pouvoir retravailler ces éléments-là aura aussi un intérêt. Et puis bien sûr, les effets de la présence de cette obésité qui doivent aussi être accompagnés. La prise en charge en éducation thérapeutique est aussi à favoriser. C'est vraiment dans l'obésité, je pense qu'elle a vraiment toute sa place. Alors bien sûr, dans la majorité, même presque la totalité des pathologies chroniques, mais cette approche de cette maladie sociale comportementale qu'est l'obésité, de cette approche de TP est vraiment très très intéressante. Et donc il existe différents parcours ETP dans la région Centre-Val de Loire. D'autres programmes sont en réflexion et c'est bien sûr quelque chose qu'il faut favoriser. Et notre filière territoriale obésité est en appui des personnes qui voudraient développer ce type de programme de façon à optimiser la prise en charge des patients obèses dans la région. Alors, la place des soins de suite et réadaptation qui s'appelleront dans quelques mois soins médicaux de réadaptation, elle a été redéfinie et je pense qu'il y avait vraiment un intérêt à pouvoir mieux le situer dans les prises en charge des patients. Et donc cette prise en charge en SSR ou SMR correspond aux situations somatiques graves ou invalidantes ou comportant plusieurs comorbidités, des situations de soins aigus pour les sujets nécessitant un appareillage et des équipements adaptés, mais ça peut être aussi plutôt dans le long cours, avec des séjours de rupture prolongés dans le cadre de situations environnementales, sociales très délétères. Ça peut être aussi dans le cadre d'une rééducation locomotrice en cas de perte d'autonomie, et puis dans les situations où les patients sont en échec de prise en charge, soit parce que il y a besoin de plus de cadres pour que les modifications du mode de vie puissent se faire et de façon à essayer de les maintenir dans le temps. Et l'autre chose aussi qui peut être proposée, c'est quand on a du mal dans le suivi à identifier la problématique ou les problématiques
avec le patient, mais ça peut être l'occasion d'accompagner le patient de façon beaucoup plus rapprochée, de façon à mieux identifier et donc mieux traiter la problématique qui se pose. Enfin, il y avait aussi un mot dans ces recommandations sur la prise en charge médicamenteuse. Alors, vous devez savoir que ça bouge pas mal en termes de traitement médicamenteux de l'obésité depuis 1 à 2 ans et qu'il est apparu donc un certain nombre de traitements déjà utilisés dans le diabète et maintenant qui ont l'autorisation de mise sur le marché pour l'obésité. Et donc, en premier lieu, les analogues du GLP-1, donc qui jouent sur la faim et la satiété de façon à bien réguler les prises alimentaires, donc aider à la perte de poids. Ces molécules sont indiquées lorsqu'il y a un échec de prise en charge nutritionnelle bien conduite, c'est-à-dire lorsqu'il y a moins de 5% de perte de poids à 6 mois. Et il faut bien sûr que le patient adhère à la prise en charge, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prescrire le médicament tout seul, mais que ça doit bien sûr s'associer à la prise en charge globale telle qu'on vient de la décrire et que vous connaissez déjà très bien. On peut aussi le prescrire d'emblée dans des situations plus complexes, et notamment lorsque l'autonomie est en danger, lorsqu'il y a une altération sévère d'un organe, ou alors que les changements du mode de vie sont limités. Je pense par exemple aux personnes handicapées pour lesquelles l'activité physique est forcément très très limitée. 2 molécules sont déjà disponibles avec plus ou moins de contraintes. La première, c'est le liraglutide, commercialisé sous le nom de Saxenda, qui n'est pas remboursé. Donc là, je vous ai mis le coût de ce traitement, qui est d'environ 200 € par mois. Alors, dans certaines pharmacies, puisque les prix sont libres, c'est un petit peu moins cher. Donc, vous voyez déjà que c'est quand même conséquent en termes de coût. Et les indications sont soit un IMC supérieur à 30, soit un IMC supérieur à 27, avec une comorbidité liée au poids, c'est-à-dire soit dysglycémie, prédiabète ou diabète de type 2, hypertension artérielle, dyslipidémie ou apnée du sommeil. Il y a un autre traitement qui est le sémaglutide, qui lui est en accès précoce. Alors, je vous ai mis à droite une partie du tableau de la mise sur le marché des médicaments. Donc cet accès précoce correspond à certains prescripteurs de façon limitée et avec une demande d'accord avant prescription pour ce type de traitement. Et c'est le cas du Wegovy, donc qui est un accès précoce et pour lesquels les indications sont beaucoup plus stringentes que sur le liraglutide, c'est-à-dire qu'il faut que l'IMC soit supérieur à 40 et qu'il y ait une comorbidité liée au poids, qui soit l'hypertension artérielle traitée, soit une dyslipidémie traitée, soit une maladie cardiovasculaire établie, soit un syndrome d'apnée du sommeil appareillé. Et il faut aussi qu'il y ait la notion d'absence d'alternative thérapeutique. Et là, on pense notamment à la chirurgie bariatrique. En conclusion, donc la prise en charge de l'obésité est maintenant bien cadrée en termes de niveau de sévérité et de correspondance en termes de professionnels et d'environnement de prise en charge, que l'objectif, donc on l'a dit tout à l'heure, ne relève pas uniquement de la baisse du poids, mais aussi de la baisse des comorbidités, ce qui va permettre, on l'espère, de pouvoir revenir à un niveau de prise en charge inférieur, et que donc la prise en charge doit comprendre évidemment la recherche de complications, alors j'aurais pu mettre un S bien sûr à complications, qu'il y ait une modification du mode de vie sur les différents aspects évoqués et que maintenant des thérapeutiques médicamenteuses sont en cours de développement et déjà commercialisées pour certaines et donc qui peuvent être intéressantes dans un certain nombre de cas et qui d'ailleurs est assez important. Et puis enfin, pour vous citer que les recommandations sur la chirurgie bariatrique sont en cours de réécriture et devraient être publiées d'ici la fin de l'année 2023. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez là l'adresse Internet pour récupérer les recommandations complètes dont est tiré ce résumé. Donc maintenant, on va passer aux questions. Alors, certaines questions sont dans le chat. Vous pouvez lever la main et prendre, et puis on vous donnera la parole aussi, si vous le souhaitez.
Voilà, donc le webinaire est enregistré, hein, comme l'a rappelé Julie Capel. Euh, Julie rappelait aussi les questions. Alors, le grade des On va laisser la recommandations. parole au docteur Walker. Oui, Philippe, peut-être qu'on peut en parler directement de ce grade des recommandations. Il est parti. Philippe, ou le micro n'est pas ouvert. Oui, écoute, merci beaucoup pour cette présentation très claire et très pédagogique, hein. Donc, je les avais écrits au cas où, effectivement, je n'ai pas pu prendre la parole. Je suis quand même frappé par le grade des recommandations, hein. Elles sont toutes en accord d'experts. Donc, écoute, donc beaucoup de recherches en perspective pour le CSO de Tours, alors. Alors oui, c'est toute la problématique de la recherche en nutrition, c'est que malheureusement, pour avoir des études suffisamment solides, si on veut faire du double aveugle, enfin ça, c'est juste pas possible en nutrition. Donc le niveau scientifique est forcément limité et beaucoup de choses retombent dans le giron de l'accord d'experts et pas plus, hein. Donc ouais, effectivement, on est un petit peu limité, donc ça reste beaucoup sur l'expérience de chacun, hein. Et la deuxième question, moi, c'était le questionnaire de qualité de vie que vous utilisez. Qu'est-ce que c'est? Vous utilisez donc un questionnaire de qualité de vie spécifique pour la personne obèse, comme celui qu'avait développé Olivier Ziegler, je crois, à Nancy, ou vous utilisez un questionnaire de qualité de vie général? Alors, plutôt en général, en pratique, il faut reconnaître qu'on ne le fait pas systématiquement chez tous nos patients. Alors, ceux qui sont dans la filière bariatrique sont très cadrés et eux, c'est un questionnaire que nos psychiatres prennent en charge et organisent, mais c'est plutôt un questionnaire général. Mm. D'accord. À Caramel, on utilise EPUVOD, qui était le questionnaire qui était recommandé par Olivier Ziegler dans les derniers, enfin dans des écrits déjà un petit peu plus anciens. Puis ma dernière question, qui est un peu une interrogation, je trouve que les thérapies analytiques n'ont pas beaucoup de place dans ces recommandations, alors que, que Catherine Grangeard, psychiatre psychanalyste, a largement écrit et d'ailleurs va être invitée dans la prochaine journée régionale du CSO que vous organisez. Donc pourquoi cet oubli ou cette distance? Alors, c'est vrai que de façon générale, on va dire que les prises en charge psychanalytiques n'ont pas le vent en poupe. Euh, Après, donc, sur la partie comportement alimentaire, c'est clair que c'est la TCC qui a bien montré son efficacité. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, l'approche psychanalytique ne doit pas être forcément écartée. C'est pas parce qu'elle est mentionnée qu'on doit l'oublier. Je pense que sur des événements vie traumatiques, par exemple, elle a toute sa place et évidemment, on peut l'utiliser. C'est vrai que on a tendance à un petit peu oui, c'est ça, le moins l'utiliser parce que finalement, c'est quelque chose de très, très longue haleine et que on va dire que l'analyse de l'efficacité de tout ça peut être très complexe et probablement plus difficile donc à juger. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question. Pour l'activité physique, quel professionnel est chargé de cette prise en charge? Donc, à Tours, donc au CSO, nous avons 3 kinésithérapeutes, bien sûr pas à temps plein, c'est dommage pour nous, mais donc 3 kinésithérapeutes interviennent pour l'évaluation des patients. Et on a aussi des ateliers collectifs avec un enseignant d'activité physique adaptée qui, là, sont réservés aux patients de notre parcours bariatrique. Donc, donc, en termes de kiné, ils font de l'évaluation du périmètre de marche. Ils font aussi une évaluation locomotrice de façon à guider les types d'activités qui soient le plus adaptés possible aux patients. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions.
Alors, pourquoi pas des appâts uniquement? Donc, les appâts sont, on va dire, les professionnels qui ont bien sûr toute leur place dans la prise en charge. Ça reste une profession qui est en cours de développement et vous savez que la prise en charge financière de ça reste inexistante, même si enfin, on peut le prescrire, mais ce n'est pas remboursé. Par contre, il y a quand même l'expertise du kinésithérapeute et même encore au-delà, si on a la chance d'avoir un médecin de MPR, ça va encore au-dessus. En termes de handicap et de limitation, je pense que le kiné a une formation plus tournée vers les aspects médicaux locomoteurs. Et pour certains patients qui ont notamment une arthrose avancée, des choses comme ça, je pense qu'il est préférable d'orienter vers les kinés plutôt que vers les APA. Au moins en évaluation. On ne peut pas lever la main, me dit Corinne. Donc, vous pouvez écrire que vous pouvez prendre la parole ou ouvrir le micro parce que manifestement, tout le monde ne veut pas parler en même temps. Du coup, merci beaucoup Arnaud pour... Vas-y, Paul. Tu as coupé ton micro, on ne t'entend plus. Oui, bonjour à tous. J'avais une question, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question sur les futures recommandations sur la chirurgie de l'obésité. Est-ce qu'on a un peu des bruits de couloir ou des choses qui indiquent un petit peu les choses qui vont être modifiées par rapport à celles de 2009? Est-ce qu'il y a des choses qui apparaîtraient comme importantes est-ce que tu as déjà des idées un peu là-dessus ou pas trop? Alors, je n'en fais pas partie ni du groupe d'écriture, ni du groupe de relecture. On ne peut pas tout faire. Mais je pense que les questions de l'âge vont être posées. L'âge au-delà de 65 ans. Les questions des techniques aussi vont être certainement aussi bien codifiées, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître d'autres techniques que la sleeve et le bypass dernièrement. Et donc ça, je pense que déjà la CPAM a fait un peu le ménage dans les indications de remboursement, mais dans les recommandations de type de chirurgie, je pense que ça va être plus clarifié. Et d'ailleurs, dans les anciennes recommandations, il y avait l'anogastrique que quasiment plus personne ne pratique et la dérivation biliopancréatique qui, elle, doit être, à mon sens, abandonnée. Donc, je pense que celles-là, par exemple, vont disparaître, enfin, au moins la dérivation va disparaître des recommandations HAS. Donc, après, je n'ai pas grand-chose de plus comme bruit de couloir. Ok, très bien. Merci. Donc, une question. Les APA sont très appréciés dans les associations où l'accompagnement est intégré dans les programmes TP. Alors, plutôt une remarque. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est vraiment important d'avoir cet encadrement. Alors, les patients peuvent aussi s'organiser seuls, mais par le biais des associations, ça permet d'avoir des professionnels pour encadrer tout ça et de guider les choses, et ça ne peut être que préférable. Et toutes ces activités-là participent à la motivation du patient et au maintien des modifications du mode de vie, et donc c'est précieux, bien sûr. Une autre question, donc pour la prise en charge en thérapie cognitivo-comportementale, est-ce que l'ensemble des professionnels du parcours doivent être formés ou uniquement quelques-uns suffisent? Et quel type de formation est attendue? Alors, pour moi, la TCC, peut-être que Paul peut prendre la parole aussi parce qu'il connaît ça mieux que moi. Pour moi, les diètes et psy sont plutôt, enfin diètes pardon et infirmières sont plutôt dans le motivationnel, et la TCC c'est plutôt l'apanage du psychologue, et donc c'est plutôt dans ce cadre que je le vois. Après, pour la partie DU, c'est plutôt Paul qui va pouvoir vous répondre, je pense, s'il veut bien. Oui, tout à fait. Donc après, oui, on peut avoir une sensibilisation en formation en thérapie
comportementale et cognitive sans être forcément psychiatre ou psychologue. Après, les formations pour avoir le titre de psychothérapeute, c'est des formations sur 3 ans qui sont soit par un organisme, soit par l'université, soit par des organismes privés. Mais c'est des formations qui sont quand même un peu plus longues. Peut-être que pour les professionnels paramédicaux qui s'occupent des patients avec obésité, qui veulent avoir des outils de TCC, c'est peut-être plus des sensibilisations aux formations. Mais les formations globales sont ouvertes également. Donc, Une autre question. Vous préconisez une évaluation kiné avant une prise en charge APA. Pouvons-nous vous orienter vers vous, vers les kinés du CSO avant la prise en charge APA? Alors, il y a des choses qui ont été établies. Alors, la référence m'échappe, mais la situation du patient, me semble-t-il, a été définie pour savoir s'il relève de l'APA, du kiné, en termes d'évaluation. Donc, tous les patients ne nécessitent pas de passer entre les mains d'un kiné pour avoir de l'activité physique adaptée, puisque ça reste sur des événements récents en termes des événements graves récents en termes de possibilités, mais en termes de spécialisation, c'est plutôt sur l'aspect locomoteur. Et là, si l'enseignant APA se sent un petit peu dépassé ou en dehors de ses compétences, ben, peut-être qu'il peut prendre avis auprès du kiné. Nos kinés ont malheureusement un temps limité sur l'obésité, puisqu'ils ont leurs autres attributions dans les autres services. Donc, les patients qui vont les voir sont seulement ceux que nous suivons au CSO, et malheureusement, ce n'est pas accessible à des patients venant d'ailleurs. Donc, je suis désolé, mais cette expertise-là, on se la garde entre guillemets parce que il y a peu de temps disponible et donc pas beaucoup de place pour d'autres patients. D'autres questions? Une remarque sur le fait que le milieu associatif est un lien social précieux, donc je suis tout à fait d'accord avec ça, bien sûr. Alors, concernant les techniques médicamenteuses, ne vont-elles pas à l'encontre de la prise en charge diététique? Premièrement, la grande majorité des patients que nous prenons en charge dans le cadre de leur obésité ne ressentent pas la faim, mais ont des faims émotionnelles. De plus, nous accompagnons les patients à retrouver leurs sensations alimentaires et être plus à l'écoute. Alors, oui, c'est vrai que le GLP-1 modifie donc les sensations. Pour en avoir l'expérience, puisque j'ai des suivis de patients que j'ai mis sous Wegovy, notamment, certains patients ont justement qui ne ressentaient pas la faim et la satiété. C'était des sensations qui leur étaient étrangères ou lointaines. À la prise en charge, à la mise en place du traitement, ont retrouvé ce type de sensations et ça a permis d'aider à justement mieux avoir cette notion et mieux pouvoir gérer ces aspects-là. Donc, bien sûr que ça ne doit pas dédouaner d'une prise en charge diététique adaptée, mais il n'empêche que le traitement va, en tout cas dans mon expérience, a plutôt favoriser l'augmentation des sensations qui étaient plus ou moins enfouies, pas repérées, perdues, plutôt que quelque chose qui va être un problème pour la prise en charge diététique. Le lien entre obésité et maladie rénale. Alors, il y a des pathologies rénales, donc, notamment des anomalies histologiques qui s'appellent des hyalinoses segmentaires et focales, qui sont directement en lien avec l'obésité et le syndrome inflammatoire qu'elle engendre. Donc, on peut avoir authentiquement des insuffisances rénales chroniques liées à l'obésité. Et par ailleurs, des maladies rénales d'autres origines peuvent être aggravées par l'obésité et donc, bien sûr, aggraver le pronostic. Ça va être un problème aussi pour la dialyse, ça va être un problème aussi quand on peut se poser la question d'une transplantation parce qu'un IMC trop élevé va être problématique et donc possiblement
le patient va être récusé de la transplantation. Donc, ça pose beaucoup de difficultés dans les situations aussi beaucoup plus avancées et terminales. Et bien sûr, quand les personnes obèses sont diabétiques, forcément, le diabète a son rôle. Bon, avez-vous des réactions? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué dans ces recommandations, je trouve que ce qui a le plus changé, c'est la prise en charge, enfin l'évaluation de la partie respiratoire. Et je vous l'ai un peu dit dans mon topo, j'ai des doutes sur la faisabilité de ça, enfin en tout cas dans mon réseau actuel. Et avez-vous les uns et les autres le même sentiment que moi ou enfin voilà, des remarques là-dessus? Vous pouvez ouvrir les micros pour répondre si vous avez. Alors, en attendant, donc, remarque personnelle, il y a une méconnaissance des compétences et du champ d'action des enseignants en activité physique adaptée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est tout à fait leur métier, leur formation universitaire, que de connaître la pathologie. Alors, je suis d'accord avec vous qu'il faut apprendre à connaître la pathologie, mais les enseignants en activité physique adaptée ne sont par rapport aux kinés qui traitent, qui proposent des traitements, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, la partie pratique de prise en charge des pathologies relève plus du kiné. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, en citant l'exemple de l'arthrose avancée. Et puis, vous parlez de la visibilité. Ben, je prends une session comme aujourd'hui permet d'informer là-dessus. Et donc, vos interventions vont certainement éclairer certaines personnes qui n'avaient pas forcément toute connaissance à ce sujet-là. Et puis, donc, les recommandations, la diffusion des recommandations va permettre aussi d'aider à ça. Alors, Philippe disait que le seul pneumologue de l'hôpital de Bourges ne pourra pas répondre aux demandes. Ben, voilà. Nous, c'est un petit peu pareil. On a un barrage des pneumologues qui nous disent si vous voulez un rendez-vous, c'est dans 6 mois. Donc, on se débrouille à faire les polygraphies ailleurs, mais toute la partie EFR, c'est évidemment les pneumologues qui doivent s'en charger et je pense qu'on aura du mal à y arriver. Pierre-Henri, Arnaud, oui. Oui. En fait, si j'ai bien lu les nouvelles recommandations il y a quelques semaines, j'ai vu que pour le diabétique, on pouvait, c'était déjà le cas, mais on pouvait abaisser l'IMC inférieur à 35. Ils vont probablement ouvrir un petit peu plus les chirurgiens, leur accueil des diabétiques qui étaient pour l'instant assez faibles, mais ils vont sûrement avoir une politique de développement pour avoir des nouveaux clients, vu qu'ils risquent d'en perdre peut-être un peu à cause d'autres thérapeutiques médicamenteuses. Et notamment, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai entendu le professeur Patou faire une conférence aux journées du diabète, c'est les journées du diabète, là, c'est pour ça que j'étais en double connexion, expliquer que pour le diabète, on va avoir plein de petites interventions très ciblées en fonction de ci, de ça. Enfin, il nous faisait une offre de vente assez impressionnante. Et il a aussi mentionné que pour être opéré, il faudrait qu'il y ait un diabétologue dans les RCP. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Alors non, je n'ai pas entendu parler d'histoire de diabétologue. Après, comme tu sais, c'est vrai que la chirurgie dite métabolique a le vent en poupe, et donc ça peut être un facteur de diminution sur le critère de l'IMC pour la prise en charge chirurgicale. Mais non, à propos des diabétologues, non, ça ne me dit rien du tout, mais je ne suis pas au courant de tout non plus. D'accord. Bon. Donc, de toute façon, à l'avenir, il faudra qu'on structure un peu mieux la filière s'il y a une
Oui. de nouvelles interventions. Il parlait d'interventions un peu mini-invasives pour le diabète. Enfin, voilà, à rediscuter. Parce qu'il il est vrai que pour les diabétiques, l'intervention classique de sleeve ou bypass, quand ils ont un IMC inférieur à 35, ils sont peu enclins à y aller. Enfin, je sais pas, je compense Philippe Balker, mais on n'a pas beaucoup de patients qui spontanément, quand ils n'ont pas des obésités massives, demandent à être opérés quand même. Certainement. Après... Oui, vas-y Philippe. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec Pierre-Henri, oui, tout à fait. Maintenant, bon, je ne suis pas sûr non plus que il y a énormément d'indications dans cette population, mais bon, à voir. Il y a la problématique du comportement alimentaire, enfin, l'aspect, on va dire, peut-être caricatural, mais bon vivant de la personne diabétique. Et juste pour préciser que nous, dans notre filière bariatrique, 20% des opérés sont diabétiques, hein, donc ça veut dire que 80% ne le sont pas. Donc ça reste une population assez limitée dans notre file active. Ok, bon, on verra l'avenir. Pour l'indication, Philippe Valker, c'est pas tant basé sur le poids, hein, parce qu'effectivement, BMI à 33 induit moins de problèmes qu'à 43, évidemment, mais c'est basé sur la rémission du diabète et l'arrêt des traitements et donc l'arrêt des coûts sécurité sociale. C'est environ 50% dans les moins mauvais cas, enfin dans la grosse moyenne, c'est 50% à 5 ans de rémission du diabète, c'est-à-dire arrêt de tout traitement et HbA1c inférieur à 6-5%. C'est ce qu'a encore remontré le professeur Patou sur sa grosse cohorte. Et voilà, donc il va y avoir des discussions entre le prix des médicaments, le prix d'une chirurgie, tout ça, ça va évoluer, quoi. Ça va être fort intéressant d'ailleurs. Oui, c'est intéressant, mais pour moi, il y a aussi la question du long terme, hein, post-chirurgical. C'est vrai que c'est quand même un suivi assez lourd. Alors, ça dépend du type de chirurgie, hein, parce que certaines sont quand même, les mini-invasives sont un peu moins pourvoyeuses de problèmes nutritionnels post-opératoires, mais je pense qu'il y a cette dimension-là qui va être forcément prise en compte. Oui, tout à fait. Bon, voilà, c'était ma simple question diabétologique du jour. Merci, tu as fait une belle intervention, c'était bien. Merci. Une dernière question, puisqu'on arrive à l'heure fatidique d'aller manger quand même, faut pas oublier. Bon, bah écoutez, on va conclure là. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. On est ravis de vous avoir vu, je crois avoir vu une 50aine de personnes connectées. Donc voilà, on est très content d'avoir toutes ces personnes intéressées autour de l'obésité. Donc vous recevrez prochainement le rappel pour la prochaine réunion. J'ai oublié la date, mais ça prendra trop de temps de la retrouver. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui et puis bonne journée et à très bientôt. Au revoir.